Ok, donc, à la suite du cours dans le module de gestion des VM là, la difficulté des VM, nous abordons maintenant l'administration des options pass. Bon, quand on parle d'options de calcul, c'est toujours des VM. Alors, on parle toujours des VM. Et la partie pass, c'est le deuxième niveau d'Azure, tel que je vous ai expliqué dès le début. Donc, plateforme Azure Service. Voilà. Donc, nous allons voir comment on peut administrer nos VM dans cette partie du code qu'on appelle le patch. Voilà. Donc, on parlera euh, des app services, ce que c'est qu'une app service, plan, euh, des applications web, des instances de conteneurs, surtout, et puis vous aurez des lampes. C'est pas long, hein, donc ne vous inquiétez pas. Donc, l'app service plan, c'est quoi? Alors, dans la partie passe, on aura besoin des ressources. C'est pourquoi on parle de ressources de calcul. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de mettre un service ou une application en ligne, ce ne sera pas nous qui allons créer le VNet, le SAPNet, la VM, les DISI, tout ça. Voilà, non, ce ne sera pas à nous de créer. On va juste demander à Azure de nous mettre à disposition des ressources de calcul. Donc, si on a besoin de mémoire, de processeurs, de réseaux, on demande ça à Azure qui nous les fournit, qui fait fonctionner nos applications. Non, Azure va nous donner ce qu'on appelle un App Service Plan. Ou bien en français, c'est Plan Azure App Service. Alors, le App Service Plan, c'est quoi? Lui, il fonctionne comme, si vous voulez, euh, un service qui va déterminer les caractéristiques à appliquer à toutes nos applications qu'on va vouloir faire fonctionner dans un cadre bien précis. C'est-à-dire, par exemple, si je veux que euh, mes applications tournent avec deux CPU, 32 Go de RAM, et que cela soit valable pour toutes mes applications, je crée un App Service Plan et à l'intérieur de cet App Service Plan, je détermine ces caractéristiques-là pour dire que toutes les applications pour lesquelles hein, j'aurai besoin de cet App Service Plan-là auront à utiliser seulement que deux CPU et 32 Go de RAM. Voilà, c'est tout. Si je prends une application qui doit utiliser des ressources au-delà ou bien en dessous de 2 CPU et 32 Go de RAM, soit je crée une autre app service plan ou bien je modifie mon app service plan actuel. Mais la conséquence, c'est que si je modifie mon app service plan pour tenir compte d'une seule application, ce que j'aurais défini là va s'appliquer à toutes les applications. J'explique. Je vais écrire quelque chose pour vous, rapidement. Non, voilà. Donc, je prends n'importe quoi, j'ajoute bien. Voilà, donc si mes VM, pardon, les applications doivent utiliser, je le disais, un CPU et puis, par exemple, 32 Go de RAM. Donc, si j'ai par exemple 10 applications
Une fois que j'ai défini, non, c'est plutôt deux CPU. Une fois que j'ai défini deux CPU et 32 Go de RAM dans mon app service plan, app service plan, cela va s'appliquer, hein, cela va s'appliquer à, pardon, à tous les services. Hmm. Tous les services que je vais faire fonctionner avec l'app service plan. Donc, tous les services auront des CPU 32 Go de RAM. Bon, je peux ajouter, hein, par exemple, 10 Go octets d'espace disque. Voilà comment ça marche. Donc, quand je définis deux CPU, 32 Go de RAM, 10 Go octets, ça s'applique à tous les services que je vais faire fonctionner dans le cadre de mon app service plan que je peux nommer, hein. Hein, je peux nommer, par exemple, app service plan AZ104, par exemple. Donc, tous les services, je répète, hein, ou bien toutes les applications qui vont fonctionner dans le cadre de cet app service plan-là auront des CPU, 32 Go de RAM et 10 Go d'espace disque. Maintenant, si un matin, j'estime que les deux CPU sont petits et que je vais passer, par exemple, à 8, hein, CPU et puis 64 Go de RAM et puis 100 Go octets d'espace disque. Donc, j'ai le choix. Soit je crée, hein, soit on crée une nouvelle, hein, app service, euh, c'est ça, app service plan, ou soit, qu'est-ce qu'on fait? On modifie, hein, on modifie une app service plan existante. Mais si on modifie, voilà ce qui va se passer. Si on modifie, ça veut dire que euh, la nouvelle, sur les nouvelles caractéristiques vont s'appliquer à toutes les VM. Donc, je disais, le premier cas, on a par exemple 10 applications. Si on a une nouvelle application qui doit utiliser ça, soit je crée une nouvelle app service plan pour l'application, mais si je veux faire fonctionner l'application dans le premier app service plan, je serai obligé de modifier des CPU 32 Go de RAM, 10 Go octets, en 8 CPU 64 Go et 100 Go. Et une fois que je modifie, ces caractéristiques-là s'appliquent à toutes les autres applications existantes. Voilà comment l'app service plan fonctionne. Voilà. Ça peut aller. Voilà. Et l'app service plan, pardon. Donc, l'app service plan va déterminer les performances, comme je l'ai dit tout à l'heure, les tarifs et les fonctionnalités, définir l'ensemble de ressources de calcul, comme je l'ai dit, hein, CPU, RAM, espace disque, l'exécution d'applications web. Donc, tu dois choisir aussi la région où tu veux que ces ressources soient créées, ou bien seront utilisées, le nombre d'instances de machines virtuelles. Tout à l'heure, on a parlé de haute disponibilité avec les scaling, les groupes de disponibilité de machines virtuelles. Donc, pendant que tu crées l'app service plan, tu définis en même temps que, au cas où on doit paramétrer, par exemple, un scaling, voici la valeur maximale que peut prendre le nombre de VM, ainsi de suite. La taille des instances de machines virtuelles, hein, le niveau tarifaire, tout ça. Donc, tu dois définir tout ça dans le cadre de ton app service plan. Voilà. Donc, on peut configurer plusieurs applications à ce que ça exécute sur le même app service plan. Donc, l'exemple que j'ai donné, c'est qu'on a 10 applications qui vont utiliser chacune
2 CPU, 32 gigas de RAM et puis 10 gigas aussi d'espace disque. Voilà. Donc, quand on crée un app service plan, soit on peut la faire fonctionner pour une seule application ou bien pour plusieurs applications. Voilà. Donc, voici des exemples ou bien des SKU d'app service plan. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, on fera le choix, hein, de l'app service plan qu'on veut. Alors, on a l'option gratuite. Une fois que vous cherchez l'option gratuite, vous pouvez créer jusqu'à 10 applications. Chaque application a 1 gigaoctet d'espace disque. Voilà. On ne peut pas faire de mise à l'échelle automatique, le scaling, on ne peut pas le faire. Il n'y a pas d'emplacement de déplacement, bien euh, comment on appelle, de deployment slot en anglais. Et on ne peut pas définir également de nombre maximum. Donc, c'est-à-dire que quand tu choisis l'option gratuite, tu n'as qu'une seule application. Sinon, une seule instance pour ton application. L'option partagée également, la seule différence, c'est que chaque application peut avoir on peut créer jusqu'à 100 applications web ou des applications mobiles dans le cadre d'une app service partagée. Maintenant, lorsqu'on rentre dans ce qui suit, hein, c'est-à-dire que de base, standard, premium et isolé, dans ce cadre-là, on se retrouve dans les environnements de production, des environnements, je peux dire, critiques. Voilà. Donc, le choix maintenant va dépendre de ce qu'on veut faire ou bien ce dont on aura la possibilité de faire. Exemple, quand on prend l'app service plan de base, qui est conseillé pour les environnements de développement, de test, on peut créer un nombre illimité d'applications, que ce soit web, mobile, bien des API, et chaque application aura 10 gigaoctets d'espace disque. Et si on veut configurer euh, la mise à l'échelle ou bien les groupes de disponibilité, on peut aller jusqu'à 3 instances maximum. L'option standard, hein, pour les environnements de production, nombre illimité d'applications. Chaque application a 50 gigas d'espace disque. On peut paramétrer la mise à l'échelle et on peut avoir jusqu'à 5 emplacements de déploiement ou bien de deployment slot. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et quand on fait la mise à l'échelle, on peut paramétrer jusqu'à 10 instances maximum. Ainsi de suite pour le premium et puis pour l'isolé. Voilà. Le dernier, sa particularité, c'est que chaque application a un tera d'espace disque et chaque application s'exécute sur une machine virtuelle qui lui est dédiée. Voilà, c'est un peu ça la particularité. Alors, le deployment slot, c'est quoi? Le deployment slot, c'est ce service-là qui permet de faire euh, la maintenance des applications, hein, les mises à niveau, euh, les corrections, de l'amélioration continue sur nos applications. Donc, imaginez-vous un instant, vous avez une application web et vous devez faire des modifications. Anciennement, qu'est-ce qui se passait? On met le site web en mode maintenance, le temps, hein, de charger les corrections et autres, ça, ou de les mises à jour. Grâce au deployment slot, on n'a plus besoin de mettre le site en maintenance. Rappelez-vous tout à l'heure ce que Dominique a dit. Le service doit être disponible quelles que soient les intempéries. Donc, ça répond toujours à la même option. C'est-à-dire rendre le service toujours disponible quel que soit ce qui se passe, même s'il y a une action de maintenance. Donc, le deployment slot permet à plusieurs développeurs de travailler simultanément sur la même copie de l'application. Donc, pendant que un travaille sur le formulaire d'instruction, l'autre travaille par exemple sur la base de données, un autre travaille sur l'affichage interne, l'autre travaille sur du contenu. Donc, tout le monde peut travailler simultanément sur la même application. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on a fini,
on a une nouvelle version de l'application. Et pour mettre en ligne cette nouvelle version de l'application, on n'a pas besoin d'arrêter la version actuelle qui est en ligne, ou bien de mettre en mode maintenance. Non, on fait ce qu'on appelle du swap, c'est-à-dire qu'on fait un remplacement. Et c'est transparent pour l'utilisateur. C'est en quelques millisecondes. C'est juste, vous allez voir que le site sera figé un peu, ça vous met pas même une seconde. Et puis, passe un rafraîchissement, et puis voilà, ça continue. Donc, voilà un peu ce que peut faire plutôt le deployment slot. Et dans le cas de l'app service plan, on peut toujours paramétrer le scale up, le scale out, le scale down, le scale in, tel qu'on a expliqué tout à l'heure. Que ce soit manuel ou bien automatique. Voilà. Toujours est-il qu'il faut préciser à quelles conditions est-ce que ce scale up ou ce scale down, ou bien ce scale out, ou bien ce scale in là va s'opérer. En définissant toujours le nombre d'instances tel qu'indiqué ici par App Service Launch. Voilà. Donc, si tu as que dans la partie premium, tu peux aller jusqu'à 30 instances maximales que tu viens définir. Donc, ici, c'est comme un curseur, là, qu'à faire bouger, et puis le nombre où c'est écrit 3 là, va automatiquement s'incrémenter. Voilà, jusqu'au nombre où toi tu veux. C'est tout. Donc, pour configurer la mise à l'échelle de l'App Service Plan, c'est aussi la même chose comme pour les VM. Hein. Voilà, vous dites euh, mise à l'échelle soit automatique, voilà, et puis vous spécifiez quand est-ce que vous voulez le faire, si c'est à une date bien précise, à une heure bien précise, ça commence quand, ça finit quand, comme de nous clarifie. Et c'est très important parce que si vous ne précisez pas tout ça, vous aurez une charge. Bon, quand je dis charge, c'est un nombre important de VM ou bien d'applications, d'instances qui vont s'exécuter et cela va coûter de l'argent pendant que ça va servir à rien, je veux dire. Voilà. Donc, il faut le faire lorsque c'est nécessaire. Parce que si Azure, tout est bien. Voilà. Donc, il faut faire très attention à nos paramètres. Voilà. Donc, vous aurez, bien sûr, dans le lab, à configurer les apps service plan et puis, dans le cadre des apps service plan, créer vos applications web. Alors, donc, après l'App Service Plan, on va voir réellement ce que c'est que Azure App Service. L'Azure App Service, c'est juste ce qu'on sait d'une application web, simplement. Voilà. Donc, ça peut être des API, ça peut être des applications mobiles, ou bien des Azure Functions. Tout ça sont des applications Azure qu'on peut utiliser dans le cadre d'une App Service Plan. Voilà. Et que nous offre l'App Service Plan, que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans l'App Service Plan aussi, on définit le runtime. C'est-à-dire, tu peux dire toutes les applications qui vont fonctionner dans le cadre de cet App Service Plan-là vont utiliser un environnement, par exemple, Linux, ou bien vont utiliser un environnement Windows. Tout dépend de toi. Mais tout est tout, il faut préciser. Voilà. Donc, c'est Azure qui gère tout ce qui est comme infra derrière, c'est-à-dire la création du votre VNet, du subnet, la création de la VM, le choix des disques, tout ça. Et vous, on vous met juste à disposition un environnement et puis vous chargez votre application, c'est tout. Maintenant, derrière, si votre application va partager une VM avec d'autres applications, ça ne vous intéresse pas. Voilà. Si votre application va tourner seule sur une VM, tant pis. Mais tout va dépendre du choix que aurez eu à faire dans le cadre, par exemple, de l'App Service Plan. Sur le tableau que je vous ai montré, gratuit, standard de base, standard, premium, ainsi de suite, jusqu'à isolé. Voilà. Si vous choisissez isolé, là vous êtes sûr et certain que votre application va s'exécuter dans le cadre d'une seule VM qui lui est dédiée. Mais à part ça, le reste, vous n'avez aucune garantie. Voilà. C'est Azure qui gère la partie infra derrière.
C'est tout. Et il faut toujours préciser, quand on crée une app service, il faut préciser quel sera euh, comment je fais ça, le contenu qui va venir. Ouais, c'est une application web. Quand vous entendez parler d'application d'Azure, dites-vous qu'il s'agit d'une application web. Mais lors de la création, il faut préciser, cette application web sera développée avec quel langage? Voilà. Donc, soit c'est du .NET, c'est du Java, c'est du Python, hein, WordPress, mais il faut toujours préciser. Parce que c'est en fonction de tout ce que tu auras paramétré, bien que tu auras fait comme choix, que l'environnement ou bien le runtime va être préparé. Voilà. Si tu dis par exemple que ton application web sera développée avec PHP, donc Azure va préparer un runtime PHP. Maintenant, si ton application vient que tu été développée en Python, ça ne va pas marcher. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas aussi plus simple que cela que de créer une application web sur Azure. Voilà. C'est pas comme dans d'autres environnements où ça vous prend des heures. En 2, 3 minutes, vous avez créé votre site web. Bon, mais sauf que le contenu est vide. Voilà. Moi, je me rappelle bien, dans les années 2007, 8, 9, 10 là-bas, pour créer une application web vide, même avec Apache, dans l'environnement Linux, ça pouvait prendre autour de 20, 30 minutes. Bon, avec Azure, c'est moins que ça. Voilà. C'est juste, vous cliquez, c'est terminé. Voilà. Et puis, il faut toujours préciser, euh, soit c'est une application qui va tourner sur du Linux, comme je disais tout à l'heure, ou bien du Windows. Voilà. Ou bien, c'est une application web simple, ou bien, ça sera un conteneur. Il faut préciser tout ça. Choisir la région, hein, où vos données seront stockées, et puis vous précisez l'App Service Plan. Parce que tout à l'heure, comme je l'ai dit, c'est ce que tu auras défini dans l'App Service Plan là, qui va s'appliquer à votre application que vous créez. Voilà. Donc ici, on a le nom de l'application qu'on met, c'est sur code. Donc, développé avec un langage, bien sûr, et puis, plus d'exécution. Donc, environnement Linux. La région où l'application sera logée, c'est l'Est des États-Unis. Et puis, l'App Service Plan. Bon, ici, ils ont mis niveau ASP, machin, mais cela veut dire que soit au préalable, vous avez déjà créé une App Service Plan. Sinon, Azure vous propose d'en créer en même temps, hein, et puis vous continuez la configuration. Voilà. Et le plan de tarification, c'est le type que vous aurez choisi. Donc, si c'est du premium, on vous indique en même temps hein, le nombre de CPU, la capacité RAM, la capacité 10 GB, ainsi de suite. Donc, c'est une fois que vous avez fini ça, vous validez, votre application web est créée et vous pouvez accéder. Alors, je finis et puis je vous montre exactement à quoi cela ressemble. Voilà. Alors, le deployment slot, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et le déploiement slot permet à plusieurs développeurs de pouvoir travailler simultanément sur une même application, une même version de l'application. Donc ici, on a deux développeurs qui travaillent sur la même application en utilisant le repository qui est GitHub. Je rappelle que GitHub, c'est un environnement de gestion de version de l'application. C'était open source. Microsoft l'a racheté, mais c'est toujours open source. Donc, tout le monde peut aller là-bas, mais il faut créer un compte. Et puis, tout ce que vous publiez là-bas est d'avance, je peux dire, vérifié, contrôlé, testé. Voilà. Donc,
Quand vous développez, vous chargez vos applications sur GitHub, de GitHub, on fait ce qu'on appelle le test et le staging, et après, on fait le swap et l'échange. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, maintenant, mettre à jour un site web ou bien une application web, on n'a pas besoin de décharger l'ancien ou bien de mettre l'ancien en mode maintenance. Non. On fait juste un swap en moins d'une seconde, c'est fait. Et la magie de la chose, c'est que si vous chargez une nouvelle version et que vous vous rendez compte que cette nouvelle version ne répond pas ou bien à des bugs, vous pouvez toujours, c'est quoi la flèche là à deux sens, hein, l'échange. Vous pouvez toujours revenir, hein, à l'ancienne version que vous avez récupérée dans le cas du swap. Donc voilà un peu. Donc, selon le type d'app service plan, bon, on a déjà vu, hein, mais on fait un petit récap ici, c'est que le standard offre jusqu'à 5 deployments, pardon, 5 deployments slots, le premium jusqu'à 20 et l'isolé également jusqu'à 20. C'est très, très important. Donc, retenez bien GitHub pour tous ceux ou bien toutes celles qui voudront un jour migrer des applications web sur Azure, soit vous allez passer par GitHub, à moins que vous décidiez de créer vous-même votre infra, c'est-à-dire un réseau virtuel, une VM, et de charger l'application vous-même. Donc, c'est la même chose, le déploiement slow et l'emplacement de déploiement. Et qu'est-ce que l'emplacement de déploiement fait? L'emplacement de déploiement crée un peu comme euh, bon, si vous voulez, un peu comme des profils à l'identique, avec les mêmes paramètres de l'application. Donc, s'il y a 5 développeurs ou 20 développeurs, le deployment slot va générer à l'identique, à l'identique, la même application pour chaque développeur. Voilà. Et quand, c'est un peu comme les réplicas, voilà. Et quand chacun finit, chacun dépose son réplica dans le deployment slot. Et une fois que tout toutes les copies, des résultats ont été déposées, ça nous donne une nouvelle version de l'application. Voilà. On va swapper euh, pour mettre à jour. Et lorsque vous créez votre application web, vous avez la possibilité d'imposer l'authentification pour un accès. Donc, on peut dire, voilà, pour accéder à ce site web-là, il faut utiliser un compte Microsoft, un compte Facebook, un compte Google, ainsi de suite. Mais ce n'est pas obligatoire. On le fait dans le cadre de la sécurité. Mais si c'est un site web public qui est destiné à un usage au grand public, vraiment, on n'en a pas besoin. Voilà, comme ça. Donc, pour les noms de domaine personnalisés, c'est toujours la même chose, hein, qu'on a vu depuis le début. C'est-à-dire, quand vous créez votre site web par défaut, le site web va prendre un nom de domaine de Microsoft, Microsoft Web Service, et après, vous avez la possibilité de changer en votre nom de domaine personnalisé. Je vous montre tout ça. Et même chose comme les VM, on peut paramétrer la sauvegarde de l'application. Voilà. Donc, je vous montre tout ça tout de suite. Alors, la dernière des choses à voir ici, c'est les conteneurs. Alors, sachez que quand on parle de conteneurs, c'est un autre niveau de virtualisation. Voilà. Donc, on parle de virtualisation, on parle de VM, c'est-à-dire on va émuler les ressources physiques, la mémoire, le processeur, le réseau, l'espace disque, et puis créer des machines virtuelles. Mais quand on parle de conteneurs, on ne va pas virtualiser le physique, mais cette fois-ci, c'est le système d'exploitation qu'on va virtualiser. Bon, c'est nouveau ça. C'est pas le système d'exploitation en entier, mais c'est au niveau du noyau, les éléments essentiels qui peuvent permettre à une application de tourner. On va virtualiser. Donc, ça sera encore plus rapide, plus simple, et puis ça va coûter moins cher. Un exemple.
Vous avez un hyperviseur, chez Microsoft par exemple, une licence standard Windows Server autour de 400 000. Si vous créez 10 VM, ça vous fait déjà 4 millions. OK. Quand vous prenez les conteneurs, vous installez le système d'exploitation une seule fois sur le serveur physique. Et tous les conteneurs que vous créez auront automatiquement un système d'exploitation pour lequel vous n'aurez pas besoin, de mettre une clé d'activation, tout ça. Donc, du point de vue économique, les conteneurs reviennent moins chers. En termes de rapidité, ils sont rapides à déployer. Et puis, en termes de sécurité, il y a une plus grande isolation au niveau des conteneurs que des VM. C'est-à-dire que ce qui se passe dans un conteneur A ne touche pas au conteneur B. Voilà. Donc, les conteneurs seront vus un peu comme des dossiers. S'il y a un problème, vous n'avez qu'à supprimer et puis créer un autre aussi rapidement que cela peut être. Voilà. Donc, c'est un peu ça les conteneurs. Donc, on a plusieurs solutions de gestion des conteneurs. La première solution qu'on a fournie, c'est Docker. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Docker à la version PC qu'on installe sur nos PC. Et puis, on a le Docker Hub, qui est un peu comme un cloud où se trouvent les différentes images qu'on pourra charger dans nos conteneurs. Donc, il en est de même pour Azure. Donc, ce que Azure nous propose ici, c'est un peu comme le Docker Hub, s'appelle Azure Container Registry. Donc, c'est un emplacement où se trouvent des, des versions d'operating system de cette information qu'on peut utiliser dans le cadre des conteneurs. Voilà. Donc, on va juste aller là-bas et puis utiliser ou bien télécharger ces images pour pouvoir créer nos conteneurs. Voilà. Donc, soit on va les utiliser directement ou bien on peut les pousser vers Docker, hein, pour pouvoir aussi les utiliser avec Docker. Voilà. C'est la même chose. Donc, une image de conteneur ici, comme je l'ai dit, c'est un paquet exécutable léger qui est autonome, hein. Voilà. Donc, c'est, si vous voulez, c'est une partie du système d'exploitation, hein, dénudée, hein, de tout ce qui est, comme, je peux dire, paramètres ou une fonctionnalité qui rend le système d'exploitation très costaud, bien très lourd. Voilà. Aujourd'hui, quand vous voulez installer un Windows Server, c'est pas moins de 9 gigas ou bien voire 12 gigas qui va se décompresser. Et que, quand il va finir de se décompresser, ça prend vers 20 gigas. Voilà. Alors qu'avec les conteneurs, au lieu de, par exemple, 9 gigas en version compressée, vous aurez juste quelques mégas. Donc, c'est juste l'essentiel, en fait, hein, du système d'information qui est récupéré. Voilà. Donc, Azure Container Instance, c'est un service dans l'environnement plateforme as a service, donc qui nous permet de pouvoir charger des conteneurs très rapidement. On pourra également utiliser des DNS, puisque tout ça est embarqué dans le pass. Et rappelez-vous, lorsqu'on voyait les VM, voilà, lorsque vous avez votre emplacement Azure, Azure vous à disposition plutôt 4 DNS, hein, que vous pouvez utiliser pour paramétrer vos applications. Donc, on pourra utiliser des connectivités IP publiques si on veut que les applications qui sont sur ces conteneurs-là soient joignables depuis l'extérieur. Et puis utiliser aussi des noms DNS. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut personnaliser les noms de domaine. Voilà. Fonctionnalité d'isolation dont je vous parlais. Les tailles des conteneurs peuvent être personnalisées. Voilà. C'est pas parce que je suis sur la même VM que tous mes conteneurs auront la même taille, non? Voilà. Si le conteneur A, il va, euh, euh, pardon, charger ou bien supporter une application X, l'application n'est pas trop costaud, le conteneur sera moins.
Voilà. Mais si c'est une application avec beaucoup de ressources, qui consomme beaucoup, le conteneur sera encore plus costaud. J'ai l'impression. Et il supporte aussi des conteneurs en version Windows et Linux. On peut créer des groupes pour planifier, c'est-à-dire que on planifie euh, soit la création, l'exécution, l'arrêt, la suppression. En général, grâce à un fichier descriptif qu'on appelle le YAML. Voilà. Bon. Mais en général, le YAML est utilisé dans Kubernetes. Mais ici, il n'y a pas de YAML, mais on ait un groupe ou bien des groupes planifiés qui fonctionnent correctement, il faut un fichier descriptif. Il va dire à Azure Container Instances comment ces conteneurs-là vont fonctionner. Voilà. S'il y a des interopérabilités entre eux, il faut définir tout ça dans un fichier descriptif. Voilà. Alors, les groupes de conteneurs, il s'agit d'un ensemble de conteneurs pour une même application, un même service. Voilà. Donc, vous pouvez avoir un ensemble de conteneurs supportés par un Abidjan.net ou bien un ensemble de conteneurs pour supporter une application web interne. Voilà. Mais toujours est-il que l'accès va dépendre du protocole et du numéro de port que vous aurez défini. Donc, par exemple, ici, vous voyez que le groupe de conteneurs, vous voyez web, va être accessible depuis l'extérieur à travers le port 80 ou bien 80-80. Tandis Alors, que, oui, allô? il y a une question. Je voudrais savoir, Vas-y. est-ce que dans un groupe de conteneurs, Oui. on peut mettre une base de données? Un serveur, enfin, je ne sais pas. De toute façon, les applications sont containerisées, là. Est-ce qu'on peut containeriser une base de données dans un groupe de conteneurs comme ça? Dans un conteneur, quoi. Oui. Non, mais déjà, le conteneur va prendre une Mhm. application web. Est-ce Mhm. qu'une application web est une base de données? Non. Non, ok. Voilà. C'est-à-dire que derrière l'application web, on peut avoir une base de données. Mais Mhm. l'application web elle-même n'est pas une base de données. Mhm. C'est bon, non? Oui, ça, non, ça, je comprends. Mais je veux dire Voilà. que dans un groupe de conteneurs, là, Ah, non, est-ce non, non, que non, non, c'est ce que je demande? non, non, Voilà. non. Mhm. Le groupe de conteneurs, si tu veux, c'est, comme on a vu tout à l'heure pour les scaling, le nombre d'instances, c'est pour augmenter le nombre d'instances pour faciliter un accès à l'application. Voilà. Donc, par exemple, Abidjan.net comme ça, si c'est sur un seul serveur, tu vas sentir que ce sera très difficile à un moment donné que tout le monde puisse avoir accès. Donc, on va mettre, par exemple, 30 conteneurs et chaque conteneur va avoir une version, sinon la même version du site Abidjan.net. Donc, quand tu as les 30 conteneurs, ce qui veut dire qu'automatiquement derrière, tu as ce qu'on appelle un autre balanceur qui va se créer. Ouais, ben non, tu vas partager, ou bien équilibrer les charges, ainsi de suite. C'est un peu comme ça que vous devez voir les choses. Voilà. Mais toujours est-il que si le fonctionnement de l'application nécessite une base de données, il y aura une base de données. Voilà. Mais ce n'est pas l'application web elle-même qui sera la base de données. Et donc, on peut avoir une même application avec deux versions différentes. Une version grand public et puis une version privée. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Bon, toi qui es dans un domaine un peu critique, je pense que tu dois peut-être avoir vu ça. C'est-à-dire que la même application, quand un utilisateur renseigne www.bni.ci dans la barre d'adresse, le numéro de port par défaut c'est 80, donc ça va taper sur les conteneurs pour un accès grand public. Mais toi qui es en interne, avec un autre niveau d'accès, tu peux rentrer www.bni.ci, deux points, et puis tu précises un numéro de port particulier qui a été paramétré. Et donc, une fois que tu précises ce numéro de port-là, tu vas être redirigé vers
une autre version de l'application qui n'a rien à voir avec la version grand public. Voilà, ça aussi, ça existe. Donc, les groupes de conteneurs vont partager les mêmes cycles de vie, les mêmes ressources, les mêmes réseaux, les mêmes stockages, ainsi de suite. Voilà, c'est très important. De sorte à ce que c'est un peu comme ils ont la même, ou bien le même point de différence. Voilà. Si euh, la même ressource a un problème, c'est tous les conteneurs du groupe qui ont le problème. Voilà. Ils sont impactés, si vous voulez. Donc, gérer des conteneurs avec Azure Container App. Donc, il y a Azure Container Instance, pardon, qui permet de créer les conteneurs, voilà, depuis le repository. Maintenant, l'Azure Container Apps, comme je l'ai dit, c'est une alternative à Kubernetes. Kubernetes, c'est le maître en orchestration. Quand on parle d'orchestration, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un fichier descriptif qu'on appelle le YAML. Donc, tu vas lui dire que, par exemple, tous les 5 mois, je veux que tu me crées 2 réseaux virtuels. Pour chaque réseau virtuel, voici leur nom, voici les subnets que tu veux créer, voici les VM que tu veux créer. Si tel VM faut me créer des conteneurs pour faire tourner telle application. Donc, tu t'écris tout ça dans un fichier et lui, quand il reçoit le fichier, quand il est l'heure, il exécute. C'est pourquoi on parle d'orchestration. Voilà. Mais Kubernetes, c'est une solution open source. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Voilà, basé sur l'environnement Linux, bien sûr. Au départ, Microsoft utilisait Kubernetes, mais Microsoft a fini par développer hein, lui-même sa propre solution, sinon son propre service qu'on appelle Azure Container Apps, qui est une alternative à Kubernetes. Voilà. Celui qui veut utiliser des conteneurs de manière très simple, pas compliquée, Azure Container Apps. Voilà. Dans Azure, ça marche parfaitement. Maintenant, si tu es dans un environnement hyper containerisé, complexe, avec plein de choses, le maître, c'est Kubernetes. Voilà. C'est un peu ça. Donc, ici, on fait une petite comparaison entre la solution d'Azure et Kubernetes. Vous allez voir, alors, déploiement simple des deux côtés, mais sauf que avec Azure, ce sont des microservices hein, qui sont utilisés, pendant que chez Kubernetes, on va utiliser le clustering. C'est-à-dire que là-bas, chez Kubernetes, on démarre par défaut avec des VM montés en cluster. Voilà. Alors que chez Azure, c'est des microservices. Ce n'est pas du tout la même chose. Le déploiement, chez Azure, c'est dans l'environnement PaaS. Chez Kubernetes, il n'y a pas à faire d'environnement PaaS. Que ce soit dans le SaaS, que ce soit dans le PaaS, que ce soit dans l'IaaS, que ce soit on-prem, partout, même dans un environnement non Azure, que Kubernetes. Alors, au niveau de la gestion, complètement managé par Azure, bien sûr, parce que c'est une solution propre à Azure, partiellement managé par Azure, tout ça. Et puis, l'évolutivité, pardon, il y a la mise à l'échelle automatique, bien sûr, hein, qu'on a vu avec Azure. Chez Kubernetes aussi, il y a la mise à l'échelle, mais là-bas, on parle de pod. C'est-à-dire, le pod représente un ensemble de conteneurs pour une application bien donnée. Donc, si tu veux augmenter le nombre d'instances, voilà, tu peux augmenter les pods, ainsi de suite, les clusters. Donc, on peut faire la mise à l'échelle des pods, la mise à l'échelle
des clusters, la mise à l'échelle des VM. C'est vraiment très, très, très hyper. C'est-à-dire que si on veut comparer, voilà, c'est comme moi, j'ai une machette pour couper le bois et puis à côté, toi, tu as une tronçonneuse. C'est un peu ça. Kubernetes est très, très complet, très vaste, très fourni, si vous voulez. L'intégration, côté Azure, on a Azure Logic App, Azure Function, Eventbrite, tout ça, pour les architectures pilotées par les événements. Côté Kubernetes, on va se baser sur Azure Policy, Azure Monitor, hein, pour gérer les conteneurs, Azure Defender, c'est-à-dire que c'est la, la plateforme hein, des solutions, bien des services de sécurité d'Azure, Azure Defender. Il y a un qui est spécialisé pour Kubernetes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, je vais vous montrer comment on crée une application web en 2, 3 minutes. Donc, je me connecte. Tout ça est encore là, ma plateforme Azure. Allô? Oui, alors, 1 minute. Ah, ok, ok, ok. Là, je suis connecté, mais il y a plein de fenêtres contextuelles qui sortent là. OK. Donc, on va je vais vous montrer l'App Service Plan. Bon, App Service Plan, App Service Plan. Oui, ouais, dites-moi, hein. App Service Plan. Voilà, App Service Plan. Donc, ici, on a défini le type d'App Service Plan qu'on veut. Donc, je fais create. Donc, je vais lui dire, par exemple, Allô? bon, oui, allô, vous m'entendez? Non, l'écran est Ah oui, statique. oui, 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 désolé, désolé. J'avais partagé, c'était l'autre que j'avais partagé. Sorry, 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 sorry. Partager. Voilà, vous voyez maintenant. Je le vois maintenant. Vous voyez? On voit maintenant. Voilà, donc, je viens sur l'app service plan qui est là. Donc, je vais faire create pour créer un nouveau app service plan. Et la première des choses qu'on va vous demander lorsque vous voulez créer un service ou bien une ressource, c'est votre souscription. Comme quoi, je vous ai dit, rien n'est gratuit. Puis on doit vous facturer. Donc, vous devez indiquer la souscription sur laquelle on doit vous facturer. Hein, votre ressource groupe. Bon, là, on me dit ma souscription est désactivée. Je mets le nom de mon app service plan, ASP, euh, AZ 104, janvier 2018. Je prends vraiment un Windows, Practice Test. Donc, j'ai choisi
Ici, c'est du standard. Hein? Donc, il y a du basique, il y a du premium. C'est comme le standard. Net. Bon, ici, c'est pas important, le cadre. Page stable. Ah, ok. Merci, désolé. Bon, ok, je vais réactiver. Bon, sinon, c'est tout qui est là, hein. Attends, je sais avec euh, question, Microsoft là. On peut me combien plus on désactiver mon compte. Normalement, chaque mois, j'ai droit à 100 dollars. Bon, je vais vérifier. C'est vrai que mes 100 dollars sont finis. Donc, pour créer une application web, voilà. Donc, ça, c'est une application web simple. Donc, année, tu vois, non? Une application web plus une base de données. Tu vois, non? Oui, oui. C'est ce qui est Voilà, demandé. voilà. Ou bien WordPress et complet. Donc, Mais ce que je voudrais savoir, c'est la oui, base de données et oui, l'application web ouais. seront sur un même porteur Et ou même, bien bon, conteneur, pardon. Ou bien, je sais pas. sur un Oui, même conteneur, quoi. oui, oui. Est-ce que les deux seront créés sur un même conteneur ou bien, je sais pas, ou bien des groupes de conteneurs, je sais pas trop. Non, Ou le bien la groupe de, base de données, ou bien non, la- l'application web. Mhm, l'application web sera mhm, associée à une base de données. Donc, lorsque tu vas créer l'application web, on va te demander mhm, de préciser la base de données. Donc, soit mhm. ça sera une instance SQL qui existe déjà, ou bien s'il n'y en a pas, tu vas créer. Mais Oui, l'appli- mais ça, mhm. Non, ça, euh, j'ai compris. oui, Je oui. veux dire que, est-ce que les deux là seront dans un groupe un même Non, non, groupe non, non, de non, 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 conteneurs? non. C'est ce qui est demandé. La base de données sera à part. Oui, oui, à Maintenant, part. l'application Sera sera pas. des conteneurs. C'est Mais ça. à la création, on va te dire, bon, on va choisir les paramètres pour te Voilà, connecter voilà. l'application à la base de données. C'est ça. Mhm. Donc, ici, le runtime va dire avec quel langage, quelle version ton application va être développée ou bien a été développée. Donc, bon, quand par exemple, on va lire une région, ils ont mis Canada central. Bon, c'est un exemple. Hein. Voilà. Donc, voilà, tous les trucs sont là. Tu choisis ce que tu veux. Euh, donc, ah, tu vois, non? Toi, tu coches créer une base de données. Mhm. Voilà. Déploiement, c'est ici si normalement on va utiliser le deployment slot pour gérer les versions. Voilà. Mhm. Bon, nous, on va avancer. Networking. Donc, pendant que tu crées l'application, il faut préciser Mhm. normalement l'application service app plan. Hein. Voilà. Ça veut dire que, allô, Oui, allô? le service app plan là, ça veut dire que ça avait été déjà configuré Voilà. Non, mais si tu n'as pas avant. configuré, Mhm. oui, il y a les deux cas sont possibles. C'est-à-dire que tu as déjà configuré et Mhm. puis tu l'utilises. Maintenant, si tu n'as pas configuré, Azure te donne la possibilité, pendant que tu es en train de créer ton application web, de pouvoir créer en même temps l'application plan qui sera utilisée. Voilà. C'est pas si merci.
Oui, mais l'application plan là, Ah. derrière ça, là, est-ce qu'on définit les hautes disponibilités, tout ça, Oui, on c'est choisit? là-bas. Oui, c'est là-bas on définit C'est tout. là-bas, non? C'est Oui, c'est là-bas qu'on définit tout. tout ça, ouais. Les Les, ressources, mémoire, voilà, CPU, les scaling, tout ça là. Tout, 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 disponibilité, c'est là-bas tout. qu'on Voilà, définit c'est ça. là-bas Ok. qu'on définit. Et lui, quand tu as défini, lui s'applique à toutes les applications pour lesquelles il va indiquer ce tab service plan. C'est bon? C'est bon? Allô? C'est Donc bon. voilà un peu. Bon, malheureusement, mon abonnement était désactivé. Donc, je vais recharger après.